qu'est-ce que Data City? On va en reparler avec Marie Vorgane et Jean-Louis Missica, mais c'est une initiative prise par le NUMA et la ville de Paris qui vise à essayer de réinventer Paris et d'inventer des collaborations entre les start-up, les grands groupes, autour de solutions, de villes intelligentes, de villes inclusives, notamment grâce aux data. Alors, pourquoi est-ce que, vous me direz, à Cities for Life, on va parler de villes inclusives, on parle de Data City? Parce que, justement, on l'a vu avec Gilles, toutes ces questions, finalement, toutes ces start-up qui travaillent dans la ville, on voit bien qu'aujourd'hui, les villes génèrent un grand nombre d'initiatives et de start-up. Certaines d'entre elles sont des vraies innovations sociales qui peuvent conduire à l'inclusion sociale. Et puis, après l'expérience de Paris dont on va reparler, c'est un programme international, c'est la raison pour laquelle on parlera aussi de l'extension à Casablanca, voire au monde, de Data City. Et on est ravis, dans la tribune, d'être partenaire de NUMA autour de cette initiative-là. Alors, Jean-Louis Missica, peut-être pour commencer, je sais que vous êtes très pressé. Alors, pourquoi est-ce que la mairie de Paris s'est engagée sur Data City? Est-ce que c'est pour... vous êtes à l'origine de réinventer Paris, peut-être expliquer aussi cela, et dire, est-ce que c'est une volonté de réinventer la ville avec les startups, avec ce nouveau monde de ces jeunes qui essayent de rêver et de penser différemment, peut-être de la façon dont on l'a fait jusqu'à présent? De disrupter, comme on dit? Oui, c'est un peu tout cela. Je crois que Gilles a très bien montré dans son exposé à quel point la donnée, la data, est importante dans le monde dans lequel nous vivons. Nous produisons tous, puisque nous sommes tous producteurs de données, des millions de données chaque jour. La ville est une énorme productrice de données. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette politique d'open data depuis maintenant pas mal de temps, puisque je l'ai lancée dès que je suis arrivé en charge de la politique d'innovation en 2008 à la ville de Paris. Et Paris est un pionnier en matière de politique de libération des données publiques. Il faut savoir que l'analyse de cette information, l'analyse de ces ensembles de données, permet de rendre la ville plus inclusive, plus résiliente, plus ouverte, plus efficace. L'efficacité des services publics locaux peut être nettement améliorée quand on utilise intelligemment les données. Je vais prendre un seul exemple, les horaires d'ouverture des services publics, par exemple, ou les horaires des transports publics. Si jamais on est capable d'avoir une connaissance fine des horaires de travail, de sortie des populations qui utilisent les transports en commun, eh bien, on va améliorer très nettement la qualité de service. Pareil pour tout ce qui concerne, par exemple, l'intermodalité. Aujourd'hui, se déplacer en ville, c'est devenu une affaire de service. Et on l'espère, de moins en moins une affaire de propriété d'automobile individuelle. On sait très bien que l'on peut améliorer largement la qualité, le confort de ces déplacements en service collectif ou en service partagé comme Vélib ou Autolib en utilisant les données. Donc il faut se rendre compte que la donnée devient quelque chose de plus en plus important dans la gouvernance de la ville, et c'est pour ça que nous avons lancé avec NUMA ce programme, ce projet, ce dispositif Data City, qui repose sur une idée assez simple, c'est que le challenge, la demande faite aux startups et aux grands comptes de venir avec des propositions sur des sujets relativement précis, que ce soit des sujets de déplacement, d'efficacité énergétique ou des sujets plus sociétaux, de qualité de vie ou de lutte contre la pollution de l'air, etc., etc. Vous avez toute une série de sujets urbains, de sujets qui se posent dans la ville, qui intéressent les habitants d'une ville et qui relèvent de l'analyse de données et de la science des données. Et c'est pour ça que nous avons lancé ce concours qui a rencontré un succès tout à fait exceptionnel dès sa première année. Nous lançons aujourd'hui la deuxième vague de Data City, sur laquelle Marie Vorgane va vous en dire plus. Mais ce que je veux dire, c'est que pour nous, pour la ville de Paris, pour l'exécutif parisien, la donnée, c'est vraiment une manière
d'améliorer la qualité de service que nous pouvons rendre aux citoyens. Un dernier mot, parce que ça va faire la liaison. Nous avons un accord avec Cisco sur l'équipement de la place de la Nation de capteurs. Ces capteurs permettent de mesurer tout un tas de choses. Je ne vais pas les énumérer parce que je vais consommer trop de temps. Nous allons transformer la place de la Nation, ce qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon data-driven urban planning, c'est-à-dire l'urbanisme piloté grâce aux données. Mais on va en avoir une expérimentation précise à Paris et à la place de la Nation, parce que nous allons faire de l'urbanisme tactique, nous allons fermer certaines voies, mais de façon provisoire, pour voir ce que donnent les résultats des données et pouvoir comparer les différents dispositifs de réorganisation de la place de la Nation grâce aux données, de façon à faire des choix qui soient des choix informés, des choix qui soient fondés en raison sur l'analyse de la donnée. Et c'est aussi à ça que ça sert, les data et l'analyse des données. Ça sert justement à permettre aux décideurs et aux citoyens d'avoir une meilleure information pour pouvoir prendre des décisions plus rationnelles et plus intéressantes. Question insolente, vous ne l'avez pas fait sur les quais de Seine rive droite, ça aurait pu être une idée. Sur les quais de Seine, on est en train d'installer des capteurs, et je peux vous dire que des observatoires sur ces 3 km. Définitivement, c'est ça que je veux dire. Le nombre d'observatoires sur ces 3 km de bitume, je crois qu'on n'en aura jamais autant vu. Je peux vous dire que la révolution de la mobilité et de la mobilité comme service, elle est globale, et que ces 3 km de bitume sont un point de détail dans l'histoire de la transformation de la mobilité. Je vous laisse la responsabilité de ces propos. Marie Vorgane, donc peut-être pouvez-vous présenter NUMA pour ceux qui ne connaissent pas bien, et puis cette initiative Data City, Jean-Louis vient d'en dire quelques mots, et son extension. Est-ce que Jean-Louis, si vous devez partir? Non, voilà, je dois partir, je suis vraiment désolé, mais j'ai vraiment une autre obligation, et donc je dois absolument vous quitter, mais je sais ce que va dire Marie Vorgane, et j'y adhère totalement. On vous retrouve ce soir pour la clôture, on compte sur vous. Merci Jean-Louis. Bravo. Donc, NUMA, Data City. Donc, NUMA, Data City, c'est bien parce que Jean-Louis vient de passer un long moment à expliquer à quoi servent les données. Je pense que personne dans cette assemblée désormais ne se pose plus de la question sur le fondement du data dans Data City. Donc, je vais pouvoir me concentrer sur le reste. Donc, moi, je suis Marie Vorgane-Lebarzik, je suis la CEO de NUMA. Et je dirige cette entreprise depuis à peu près 15 ans. Si je vous dis ça, c'est parce que NUMA est connu aujourd'hui beaucoup pour son métier d'accélération. C'est vrai qu'on a quand même accéléré près de 250 startups sur les 5 dernières années, beaucoup pour son activité événementielle, c'est près de 1500 événements par an, il y a 80 000 personnes, donc tout ça est très visible. Mais en fait, un de nos premiers métiers, de nos premières activités, c'est l'expérimentation. Et on a démarré le premier programme d'expérimentation, déjà d'ailleurs avec la ville de Paris, en 2006, sur un programme qui s'appelait Quartier numérique. Alors, programme très ambitieux, parce qu'en 2006, souvenez-vous, ces petits machins-là, quelle que soit leur marque que vous avez dans vos poches, eh bien, ils n'existaient pas. Donc, on a eu l'ambitieux désir de créer un quartier entièrement connecté, et c'était dans le Sentier, ça a duré une trentaine de mois, il y a eu 30 expérimentations, et il s'est agi à l'époque de créer cette possibilité de mobilité, et donc on avait mis autour de la table tous les opérateurs, de sorte qu'ils ouvrent leur Wi-Fi et que les startups puissent venir proposer leurs services en test. Extrêmement laborieux. Je ne sais pas si je dirais que c'est un succès, mais en tout cas, on a énormément appris à ce moment-là. On est aujourd'hui sur une période où on a bien grandi, les usages se sont énormément développés, la technologie, comme le disait Gilles, est en passe de disparaître, puisque c'est la tendance à coup sûr que nous sommes en train de prendre au service et au bénéfice des citoyens et des usages. Et avec Data City, nous finalement, c'est un peu cette première expérience, mais en version extrêmement aboutie, dans un environnement qui est beaucoup plus mature. Et c'est, comme ça l'était déjà à l'époque, la coopération de grandes entreprises qui sont engagées dans leur transformation digitale pour améliorer la performance énergétique au service de la ville, au service des citoyens,
C'est également des startups qui coopèrent avec elles, qui sont déjà, au travers de leurs services, qui ont la volonté de contribuer et d'apporter une valeur ajoutée et à la ville et aux citoyens, et de faire évoluer ces services. Ou alors, si ça ne l'est pas tout à fait, nous, au travers de la coopération, on les amène dans cette voie-là. Et puis, c'est des citoyens qui sont les expérimentateurs, qui sont les testeurs de ces services, et grâce notamment, c'est vrai, au soutien indispensable de la ville de Paris, mais aujourd'hui, c'est plus le 2e arrondissement, c'est carrément tout Paris qui devient un territoire d'expérimentation et un effet de levier pour ces nouveaux services. Alors, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de ces programmes de réalisation qui sont en cours de travail? Alors, je pense que celui qui vous parlera tout à l'heure des programmes, vous verrez, c'est Édouard Morel. Et comme il m'a forcé à préparer ce que j'allais dire et que je sais ce qu'il va dire, je ne peux pas faire semblant et lui voler ce qu'il avait à dire. Alors, on verra ça avec Édouard, mais un exemple simplement pour illustrer. Ce que je peux vous dire, c'est que, imaginez, mais ça rejoint un peu ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, quand on fait se rencontrer les données de la RATP et les données de SFR avec celles de la ville de Paris, on envisage tout à coup le sujet de la mobilité urbaine de manière totalement différente. Et il n'y a aujourd'hui aucun autre endroit où on peut croiser ces informations pour en extraire la substantifique moelle et y apporter des réponses qui vont au service des citoyens. En revanche, Data City, ce qu'il faudrait en retenir aujourd'hui de manière plus large, c'est qu'effectivement, c'est un service, Data City, s'y passe des programmes, mais c'est un bénéfice qui va beaucoup plus largement dans l'intérêt à la fois des grandes entreprises qui, au travers de ça, s'acculturent. On voit ici s'afficher les entreprises partenaires d'ailleurs. T'as la bipette. C'est énormément de transversalité qui est apportée, c'est-à-dire que c'est vraiment dans une vision commune d'améliorer la cité, une façon de s'engager dans une démarche d'une ville meilleure et plus durable, avec des typologies d'acteurs qui sont à la fois parfois un peu compétiteurs, mais qui se retrouvent à cet endroit-là dans un mouvement de transformation et dans un mouvement de contribution qui est réellement au bénéfice de tous. Combien de startups contribuent au projet ? Alors, c'est un funnel de sélection. Toutes les startups qui postulent... Tout le monde voudrait. Ne vont pas, exactement, ne vont pas... être sélectionnées. On va dire être sélectionnées. D'ailleurs, ça permet, ce programme aux startups, de tester grandeur réelle le programme et de valider un marché. Donc, c'est vraiment important. Mais on en a, en tout cas sur le dernier programme, on se reverra, j'imagine, pour parler de la suite. Mais sur le premier programme, il y en a à peu près 200 qui avaient postulé. Il y en a 5 qui sont allés au bout et qui ont, avec 5 grandes entreprises, mené à terme leur challenge. Très sélectif, donc, voilà, comme processus. Pour terminer, avant de passer la parole sur Numa Casablanca, donc la volonté que vous avez pour Data City, c'est de l'internationaliser ? Alors, bon, effectivement, donc aujourd'hui, Numa est né et a grandi à Paris. On est là, je le disais tout à l'heure, depuis 15 ans. On est depuis plus d'un an, à peu près un an, dans une démarche de réplication de ce NUMA. Et on identifie pour ça sur des territoires qui nous semblent qualifiés pour pouvoir recevoir ce type d'attributs et ce type de dispositif, des leaders qui sont déjà engagés dans une logique d'écosystème. Et on a désormais 6 implantations dans le monde. Et au travers de ces 6 implantations, donc je pense que c'est un peu Leït qui fait partie de ces leaders responsables que nous avons identifiés et qui est aujourd'hui pilote Numa Casa. Mais au travers notamment de ces Numa, mais beaucoup plus largement, on a la volonté de transmettre ce savoir-faire, de le mettre à disposition de ceux qui voudraient s'en servir, de sorte que le challenge soit pas seulement local, mais imaginez, laissons-nous rêver 2 secondes, à ce que pourraient être ces données et ces challenges à un niveau, et cette transversalité à un niveau totalement international. Merci. Justement, donc, Leït Sniber, vous dirigez Numa Casablanca, comme vient de le dire Marie Vorgan, et vous avez... Quelle est la vision, finalement, de l'internationalisation de ces projets de Data City, et est-ce qu'on retrouve les mêmes problématiques, finalement, dans toutes les villes ? Alors, déjà merci, je suis très heureux d'être ici pour parler de Numa Casablanca et de Data City Casa. Alors j'ai envie de dire oui et non. Et pourquoi ? Parce que finalement, on ne peut pas tout simplement dire un programme international va avoir la même chose.
En Afrique, dont Casa fait partie, on l'oublie assez souvent, l'enjeu de la Smart City est d'autant plus important parce que c'est le continent qui s'urbanise aujourd'hui le plus rapidement au monde, mais c'est aussi une région où la ville intelligente est une obligation sociale, environnementale et économique. C'est-à-dire qu'en fait, les attentes quand on vient en ville, c'est pas j'arrive de Lyon vers Paris, c'est que j'arrive de la campagne où je n'ai rien et j'attends tout de la ville. Et aujourd'hui, on sait ce qui se passe quand ces attentes-là, on n'y répond pas. Et je pense que Casablanca est un excellent exemple de cette démarche, parce que Casablanca, c'est le centre économique marocain, mais c'est aussi un hub régional. C'est-à-dire c'est un hub économique et financier. Et Casablanca a pris conscience que pour continuer à être un hub, mais aussi s'assurer de sa pérennité, il y avait un enjeu que toutes les villes partagent, qui est effectivement, on va dire, l'enjeu traditionnel. Il faut qu'on rende la ville plus efficace. Mais il y a aussi un enjeu, j'ai envie de dire, de compétitivité des talents. Aujourd'hui, le talent est mobile. Et si on veut avoir du talent à Casablanca pour être un hub régional, il faut qu'on soit une ville attrayante, où il fait bon vivre, etc. Donc, les problématiques se cumulent. C'est dans une logique prospective de dire comment est-ce qu'on va développer nos villes, mais c'est aussi dans une logique de, tout de suite, comment est-ce qu'on s'assure. Alors, Data City Casablanca, c'est quoi précisément? C'est un peu la même démarche qu'à Paris? Alors, c'est similaire à Paris. C'est similaire à Paris. Alors, on apprend beaucoup de Paris, mais Casablanca n'est pas Paris. La particularité au Maroc, c'est qu'effectivement, on a une ville qui se développe, donc on a une opportunité importante. On a un budget, Casablanca a un budget de 3 milliards d'euros pour revoir son aménagement. Il y a eu des initiatives de création de clusters, etc. Maintenant, même s'il y a toute cette volonté, notre écosystème startup est tout jeune. Alors, il a multiplié par 5 sur les 3 dernières années, mais il est encore tout jeune. Donc on ne peut pas attendre tout simplement de dire voilà des problèmes, allez-y, résolvez-le. Il faut avoir un accompagnement plus pointu. Paris, on vient juste d'écouter tout à l'heure Jean-Louis, on a commencé la démarche Open Data en 2008. Au Maroc, on est en train d'en discuter. Donc même les autorités, il y a une volonté de collaborer avec cet écosystème-là, mais ne sait pas encore comment le faire. Et les grandes entreprises, qui ont enfin compris l'importance d'innover localement plutôt que de vouloir importer des modèles qui finalement ne fonctionnent pas, se posent la question de comment le faire et de finalement comment engager cet écosystème global pour travailler avec eux de manière intelligente. Donc Data City à Casablanca, c'est finalement une sorte de grand chantier d'expérimentation à ciel ouvert, de se dire comment est-ce qu'on va collaborer ensemble, comment on va... sur quels sujets, quels sont les sujets prioritaires, donc laisser finalement un peu tout ça émerger. Et ensuite, c'est de se dire comment est-ce qu'on installe une démarche sur le long terme, finalement. Et vous travaillez avec la ville pour définir les besoins, les lieux Alors, on travaille avec... la ville est un partenaire, donc en fait, à Casablanca, c'est particulier parce qu'on a la mairie, dans le sens parisien du terme, mais on a aussi une préfecture qui est aussi, tout aussi importante, donc on travaille avec les deux. Mais nos challenges, on les définit en fait avec nos partenaires. Alors, même sujet à Paris. D'accord, Ça pour Anne Hidalgo, hein, très bien. Ça changera peut-être un jour. Et donc aujourd'hui, c'est avec eux qu'on a effectivement défini des sujets, mais surtout on s'est concentré sur des sujets business. Parce qu'au Maroc, on n'a pas le luxe de pouvoir prétendre à des subventions. Donc si les entreprises n'y trouvent pas l'intérêt, il ne va rien se passer. Donc aujourd'hui, ce sont nos partenaires qui sont Inouï, qui est un opérateur télécom national, mais qui sont 4 autres multinationales, d'ailleurs toutes françaises, qui sont Lafarge Holcim, qui sont RATP Dev, qui sont l'IDEC, qui est une filiale de Suez, et qui est Michelin, sont toutes là justement avec un sujet, on identifie avec eux un sujet, qui est lié à la Smart City, mais qui est un véritable enjeu business pour eux. Et la différence majeure avec le programme de Paris, c'est qu'on est dans une logique de co-construction dès le départ. C'est-à-dire en fait, on identifie un sujet, les ressources qui vont avec, mais pendant 4 mois, toutes les 2 semaines, on réunit tout ce beau monde, on réunit les experts du côté corporate, du côté de la ville, et les aspirants entrepreneurs, pas nécessairement des entrepreneurs, pour réfléchir ensemble à quelles sont les solutions qu'on doit développer. À la fin, comme à Paris, on sélectionne une dizaine, qu'on accompagne à ce moment-là au niveau du prototypage. Donc au Maroc, on a cette démarche de se dire comment créer ce cercle vertueux, ce cycle vertueux, pour commencer à établir une démarche pérenne de collaboration. Donc il y a une dimension génération de connaissances. Donc on fait des livres blancs sur chacun des challenges à la fin. C'est pour se dire, ok, sensibilisons, créons cet écosystème, nourrissons-le, sensibilisons les différentes parties prenantes et quel next step? Finalement, qu'est-ce qu'on a besoin de faire après?
Et c'est là où Data City joue un rôle différent dans un pays comme le Maroc que par exemple à Paris où il y a déjà une vision, une stratégie, et ainsi de suite. Des premières réalisations concrètes quand? Alors, on vient juste de boucler de la définition des challenges. On démarre les séances de co-construction à partir du 30 novembre et c'est parti jusqu'à à peu près fin mars. Donc, si je vais à Casablanca l'année prochaine, en juin, est-ce que je pourrais voir quelque chose qui aurait été issu de ce challenge? Vous aurez quelques prototypes. À quel point ils fonctionneront, je ne sais pas. Mais en tout cas, on aura appris plein de choses pour savoir ce qu'il faudra faire après. Donc on est dans un phénomène d'acculturation d'abord, avant la généralisation. On est dans un phénomène d'acculturation, ça c'est certain. Il s'agit de savoir comment engager les équipes et engager tout le monde. Mais c'est aussi un phénomène d'apprentissage. On est vraiment dans une logique test and learn. On n'est pas dans se dire, on sait ce qu'on veut faire, on ne sait pas ce qu'on veut faire. La ville n'a aucune idée de ce qu'elle veut faire. Enfin, elle a une certaine idée de ce qu'elle veut faire. Mais elle attend beaucoup justement de ce genre de démarche pour se dire, finalement, Casablanca, à quoi devrait-elle ressembler? Quelles sont les solutions qu'on devrait mettre en place? Quelles sont les solutions prioritaires? Et encore une fois, on n'a pas la chance d'avoir la richesse d'un pays comme la France. Donc s'il n'y a pas le business derrière, il ne se passera rien. Donc on est aussi obligé de s'assurer que les deux, finalement, les deux éléments avancent en parallèle. Ensemble. Là, vous touchez du doigt le problème principal, mais on va en parler avec Édouard, de la Smart City, c'est quel est son business model? Y en a-t-il d'ailleurs? On peut se poser la question. Je vais vous remercier peut-être, comme on va avoir une séquence un peu particulière, on va faire monter sur scène. Marie-Vorgane veut dire un dernier mot, non, et ensuite Édouard. Pour préciser une chose, aujourd'hui, ces sujets-là, je ne sais pas s'il y a un business model encore totalement défini et arrêté, mais aujourd'hui, ce type de programme, ils sont pas subventionnés en France. Hein. C'est parce qu'il y a un intérêt économique et un intérêt de performance économique et que ça vient chercher à ouvrir des marchés que les acteurs économiques sont engagés pour sa réalisation. Absolument. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose de descendre. Merci. Et Édouard Morel, qui est donc le project manager de Data City à Numa Paris, va vous en dire un peu plus en quelques minutes et ensuite va appeler tour à tour les plusieurs représentants, vous nous le direz ça tout à l'heure, pour un pitch qui aura lieu, si vous le voulez bien, devant la scène. On vous donnera un micro. Merci de respecter à tous les pitcheuses, les horaires. Merci. Pas de souci. Merci beaucoup à tous d'être ici. Ça fait 20 minutes, une demi-heure qu'on parle de Data City, mais en réalité, Data City, vous vous posez sûrement la question de quoi on parle. Data City, c'est un programme d'Open Innovation qui dure 10 mois, en 4 phases. Une première phase d'exploration, où on a défini avec chacun des partenaires que vous avez vus juste avant, les challenges auxquels on souhaite voir postuler des startups. Ce travail, on l'a fait de manière extrêmement rigoureuse. On a appliqué, en fait, on est arrivé avec nos partenaires à une 150 idées de challenge, et on a appliqué 3 filtres. Un premier filtre qui était un filtre business. Ce qu'on souhaite garantir à nos partenaires et à nos startups, c'est un business model. Est-ce que oui, c'est gagnant-gagnant pour la startup et le corporate de monter sur ce projet ensemble? Le troisième filtre, c'est un filtre d'urgence. Est-ce qu'il est un business model pour la startup dans un an? L'horizon de temps pour la startup, c'est 1 an, c'est pas 5 ans, 10 ans. C'est un filtre supplémentaire qu'on a appliqué. Un dernier filtre, c'était un filtre Open Innovation. Est-ce que c'est raisonnable de porter ce challenge dans un programme d'Open Innovation comme Data City? Est-ce qu'on sera capable d'en tirer toute la moelle avec les synergies qu'on peut imaginer avec les différents partenaires qu'on vous a présentés juste avant? On est donc arrivé de 150 idées à 11 challenges qui vont être présentés tout à l'heure par les différents partenaires de manière individuelle pour que vous, start-up, vous postuliez à ces challenges et nous aidiez, avec les corporates et la mairie de Paris, à résoudre les enjeux de la ville intelligente. On arrive dans une deuxième phase, qui est une phase de sélection. Et donc, aujourd'hui, on vous présente les différents challenges où on souhaite voir postuler des startups, un maximum de startups, du 22 novembre, aujourd'hui, jusqu'au 8 janvier. On va organiser des meet-up, d'ailleurs, avec ces startups, pour que les startups rencontrent nos partenaires, définissent avec eux les enjeux de ces challenges. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on va faire un matching entre les startups et les partenaires. 9 startups vont être sélectionnées pour 9 partenaires. Pourquoi 9 startups? C'est vraiment une question d'ownership. On veut que nos différents partenaires et nos partenaires se sont engagés à accompagner les startups jusqu'à la fin du programme pour développer in fine un prototype. Ce qu'on va chercher ensuite aussi, c'est une collaboration sur les différents sujets. On veut que nos partenaires, par exemple tels SFR ou CETEC,
aide sur tous les challenges, un maximum. Une fois qu'on a identifié nos startups, on va passer dans une phase d'expérimentation qui est extrêmement importante. C'est 2 bootcamps d'1 semaine chacun qui seront dans nos locaux, hébergés avec nos experts, des experts en UX design, les experts de nos partenaires, à la fois sur des sujets big data, des sujets IoT, mais aussi les experts d'EDF sur l'autoconsommation, les experts de la RATP sur le tourisme, etc. etc. Je ne vais pas tous vous les mentionner. On était 150 à définir ensemble les challenges, donc je vous laisse imaginer le champ des possibles. À la fin de l'expérimentation, on s'engage à avoir un prototype à la fois pour le partenaire et pour le corporate. Et puis on rentre dans une dernière phase qui est une phase de mesure. On va mesurer les résultats pour prendre la décision si oui ou non, est-ce que ça vaut le coup de continuer à travailler ensemble, nous, startup et corporate. C'est vraiment ce qu'on va chercher in fine, à générer du business. Et on va présenter à l'écosystème, à nouveau pendant un pitch qui sera ici même, à l'hôtel de ville, le 6 juin, pour présenter et faire un retour d'expérience des différentes expérimentations. Alors, pourquoi est-ce que startup, vous devez postuler à notre programme? Il y a 6 grandes raisons. Une première qui est avoir accès à des datas exclusifs qui sont fournis par nos partenaires. Que ça soit la RATP, que ça soit EDF, que ça soit aussi la mairie de Paris, qui seront là et qui se sont engagés. Vous regarderez sur le site internet de DataCity, vous avez la liste des datas qu'on vous met à disposition. En plus de ces datas, vous avez des expertises, l'expertise de tous nos partenaires. Je l'ai déjà mentionné tout à l'heure. Ce qu'on va aussi faire, et ce qui est extrêmement important, c'est que vous allez travailler main dans la main avec nos partenaires pour définir un prototype. L'objectif in fine étant de générer un business. Et c'est ça qui fait la valeur du programme pour vous, start-up, mais aussi pour vous, corporate. Ensuite, une grosse valeur ajoutée du programme, c'est être capable de développer en moins de 4 semaines, ce qui est extrêmement court, un prototype. C'est la valeur ajoutée qu'on vous propose. Enfin, une bourse de 10 000 €. C'est pas le plus important, mais c'est extrêmement, c'est ce qui permettra de vous défrayer. Et enfin, dans un dernier temps, une exposition médiatique. Je pourrais vous prendre... La semaine dernière, on a contacté tous les CEO de l'année dernière sur les 5 expérimentations. Il y a au moins 2 startups qui ont bénéficié d'une communication, d'un travail et de l'expertise de nos partenaires, qui se sont repositionnés sur certains sujets. Et puis 3 startups supplémentaires qui, en plus de ça, ont créé une offre commerciale avec leurs partenaires respectifs. Rappelez-vous, on est quand même dans un programme d'Open Innovation. Donc nous, on considère ça comme un très grand succès. Je pourrais reprendre l'exemple d'OpenEnergy, je vais vous prendre l'exemple en fait finalement de SenseWave. SenseWave qui est une entreprise qui analyse les anomalies dans un bâtiment en utilisant une modélisation acoustique. Donc extrêmement complexe. Qu'est-ce qu'on a fait pendant l'expérimentation? On a équipé le bâtiment de CETEC de capteurs pour valider le modèle proposé par SenseWave. On a effectivement validé le modèle et depuis, SenseWave intègre sa solution dans une plateforme de CETEC. Et donc, on a eu le CEO de SenseWave, il nous a rappelé qu'en fait, ce programme DataCity avait fait gagner 1 an au développement de la startup. Donc, extrêmement fier de ces résultats. Alors, quel type de startup on cherche? On cherche des startups qui sont engagées pour la ville de demain. On cherche des startups qui sont capables de travailler avec des corporates et des grands groupes. On cherche des startups basées en France, mais aussi à l'étranger. On cherche plus de 30% de startups à l'étranger. Et puis des startups avec un track record. Alors, quels sont les différents sujets? Quels sont les pitchs qui vont vous être présentés tout à l'heure? Finalement, c'est les enjeux de la Smart City et aussi les enjeux de nos partenaires. C'est la mobilité, c'est le bâtiment intelligent, c'est l'énergie, c'est le waste management, c'est la logistique. Et donc, je vais appeler chacun des partenaires pour monter sur scène et vous pitcher en 2 minutes les différents sujets qui seront proposés, qui sont déjà sur notre site internet et que je vous invite dès maintenant à consulter. Et donc, j'invite Priscille et Elodie à prendre la parole et à venir présenter les challenges autour de la mobilité. Alors bonjour à tous. Sur la mobilité, on a sélectionné 3 challenges. On va vous en présenter 2, dont l'un sur les usages dans les bus touristiques sur Paris. Merci Elodie. Bonjour, je suis Priscille Rosemary. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis chef de projet chez RATP Dev. Alors RATP Dev, c'est une filiale à 100% du groupe RATP
qui opère des réseaux de transport urbain partout dans le monde, dans 15 pays. Et on a également une activité de ligne de bus touristique avec des bus à Impérial à toit découvert. Alors vous connaissez peut-être notre filiale parisienne qui s'appelle l'Open Tour, qui exploite 4 circuits avec une 50aine d'arrêts dans toute la ville, avec un principe très simple. Les touristes montent à volonté et descendent à volonté également à bord de nos lignes pour visiter toute la ville pendant la durée de leur forfait. Aujourd'hui, il y a une limite à ça, c'est qu'on connaît assez mal les parcours de nos touristes, on connaît mal leur profil également, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si par exemple ils descendent massivement tous au Louvre, s'ils se déplacent à plusieurs, s'ils se déplacent en solo, s'ils se déplacent plutôt en milieu de journée, plutôt en fin de journée, s'ils sont plutôt italiens ou plutôt allemands. Aujourd'hui, grâce à Data City, on a une opportunité assez unique de pouvoir relever ce défi en partageant en fait tout simplement les données de l'Open Tour, mais également les données de SFR, les données de Mastercard, en collectant peut-être aussi de nouvelles données grâce à un système de capteurs à bord, voire également au niveau des points d'arrêt, pour pouvoir construire une solution intelligente de comptage de nos passagers, mais également de connaissance de leur parcours, et également pour mieux connaître nos clients, leur profil. On espère qu'on va pouvoir trouver une start-up capable de relever avec nous ce challenge, parce que si on savait que 75% de nos passagers n'utilisent par exemple que la ligne qui remonte les Champs-Élysées, eh bien on pourrait leur proposer un package adapté. Si on savait qu'on avait une clientèle essentiellement coréenne, on pourrait leur proposer des services à bord dans cette langue. Si on se rendait compte que nos bus étaient systématiquement vides le mardi matin, là aussi on pourra mettre en place une tarification plutôt incitative. Et c'est Data City et nos partenaires qui, selon nous, présentent la meilleure opportunité pour répondre à cela. Donc l'appel à mobilisation est lancé. Nous cherchons, comme Edouard l'a dit, des startups motivées, amatrices de data, enthousiastes pour notre activité comme nous pouvons l'être. Et nous serons tout à l'heure à votre disposition pour répondre aux différentes questions. Mais l'appel ne se limite pas là, puisqu'Élodie va vous présenter un second challenge. Alors donc Élodie Bonnet, moi je travaille dans l'entité Big Data d'SFR sur les solutions de géolocalisation. Et le sujet et le challenge qui nous porte particulièrement, qui nous passionne, c'est la connaissance et la compréhension des flux touristiques. Alors j'ai cru comprendre au travers des discussions que ça intéressait aussi d'autres acteurs dans le programme Data City, comme la ville de Paris qui aujourd'hui vient de publier récemment son schéma stratégique de développement touristique. Alors juste pour poser les enjeux, aujourd'hui si vous prenez un Chinois qui arrive à Paris, entre son passage à Charles de Gaulle et son retour, là au moment où il s'en va, on a assez peu d'informations sur ce qu'il fait, quels sont les endroits qu'il visite, le temps qu'il y passe. Donc tout ça aujourd'hui, évidemment, il existe des données qui sont des sondages collectés dans les aéroports sur quelques milliers de personnes, c'est des pick-up ponctuels. Il existe aussi des remontées statistiques et déclaratives des hôteliers qui remontent un nombre de nuitées. On voit bien que tous ces dispositifs-là sont pas tout à fait à la hauteur des enjeux d'un secteur touristique qui est en pleine croissance, mais aussi qui est fortement concurrentiel. SFR, même depuis plusieurs années, a développé des flux de connaissances de la fréquentation touristique internationale grâce à l'exploitation de ces données des cartes SIM étrangères qui se promènent partout sur son réseau. Et là, l'opportunité vraiment de Data City, c'est de pouvoir aller plus loin, un cran plus loin, en mergeant, en croisant les données des différents partenaires, Mastercard par exemple qui dispose de données sur les transactions bancaires et de pouvoir les croiser avec celles de flux et à la fin, au final, de pouvoir créer un super outil qui serait un outil dynamique où les données seraient alimentées au fur et à mesure et qui permettrait à la fois d'avoir une meilleure connaissance des flux touristiques par nationalité, mais également de pouvoir comprendre les comportements, les habitudes des touristes. Cet outil-là, ce serait une formidable opportunité pour les acteurs du tourisme d'avoir à disposition des données d'entrée pour pouvoir prendre des décisions, adapter leurs prestations. Si je prends mes touristes chinois, pour refaire le corollaire, ce serait de pouvoir, sur les lieux de passage identifiés de ces acteurs-là, de pouvoir leur mettre des points d'accueil en chinois, de la signalétique en chinois, ou encore des open tours dédiés qui s'arrêtent sur les sites de prédilection et avec un interprète à bord. Donc voilà, en gros vous avez compris, on a de la donnée, on a une ambition, on a un sujet qui est fort d'enjeu et nous ce qu'on attend c'est des startups qui soient motivées pour venir nous aider à remporter et à relever ce défi.
Merci beaucoup. Et donc j'appelle Jean-Louis, Aurélie et Vincent pour présenter les enjeux autour des déchets et de la logistique urbaine. Bonjour. Alors moi je suis Aurélie, je travaille chez CETEC, grand groupe d'ingénierie qui est partenaire pour la seconde année du challenge Data City. Donc à l'origine du challenge que je vais vous présenter, qui reste dans les thèmes déplacement logistique, c'est un constat simple, on commande tous de plus en plus sur Internet. Alors en pratique c'est simple, je clique et mon paquet se retrouve dans un camion avec d'autres paquets et plein de camions se mettent à sillonner la ville pour me livrer moi, mes voisins. Mais il y a aussi d'autres camions qui vont livrer le resto du coin, le boucher. Bref, on a une ville qui est remplie de camions et qui n'est pas forcément dimensionnée pour accueillir tout ce trafic. Un exemple tout bête, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, rue de Rivoli, il est 10h du matin, le trafic est quand même bien chargé, on ne comprend pas très bien, tout le monde s'énerve en voiture, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure de pointe? Mais non, pas du tout, c'est un camion qui est en double fil, et une fois que ce point dur est passé, ben en fait, la rue est très fluide et tout va bien. Donc dans cette situation, pas grand monde n'est content, sauf qu'en fait, ce qu'on a imaginé, c'est que si on avait su, avec les données que la ville peut produire, que ce camion, il stationne là 5 minutes par jour, et qu'en fait même il y a 10 camions qui stationnent là tous les jours, et qu'il reste en moyenne une demi-heure sur place. Que cette rue, d'ailleurs, c'est celle qui accueille le trafic le plus important de tout le quartier, et que 200 mètres plus loin, il y a une place de stationnement qui, elle, est jamais utilisée. Bah, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose et proposer un aménagement qui aurait pu rendre les gens un peu plus heureux. Donc c'est vraiment ça qu'on attend des startups, c'est-à-dire en utilisant les données que les partenaires vont mettre à disposition. Donc par exemple La Poste qui connaît plein de choses sur les déplacements de ces camions, de ces facteurs. La ville de Paris, bien sûr, qui connaît bien son territoire. On aimerait que les startups nous aident à inventer des solutions pour, d'un côté, fluidifier le trafic, mais surtout analyser et modéliser l'impact de la logistique sur la ville pour proposer des aménagements qui permettraient de rendre la ville plus fluide et surtout de la rendre plus agréable pour tous, du transporteur à l'automobiliste, en passant par l'environnement qui gagnerait un peu moins de CO2 dans cette histoire, et surtout, finalement, tout le monde serait bien plus heureux. Donc, un beau programme pour une start-up. Donc Jean-Louis va nous parler... Merci Aurélie. Jean-Louis Carrasco, je travaille donc au sein du groupe La Poste, en charge de sujets prospectifs sur la logistique urbaine, la mobilité et autres. Et donc, on a parlé vous avez assisté à un événement très intéressant pendant 2 jours qui parle de plein de choses autour de la Smart City. Mais come back to basics, aujourd'hui, moi, personnellement, quand je suis dans ma cuisine et que j'ai de l'huile à frire, usagée, j'en fais quoi? Elle finit souvent dans l'évier. Et donc derrière, vous imaginez un peu le truc. Quand j'ai des piles usagées, généralement je les stocke dans mon entrée, ça se tasse, et puis finalement je vais à mon supermarché, et puis finalement, au manque de bol, il n'y a plus le réceptacle pour les recevoir. Donc qu'est-ce que je fais? Comme la plupart d'entre vous, avec grande honte, on les vire. Et ainsi de suite, je peux dérouler les capsules Nespresso qu'on jette à la poubelle, dont on pourrait récupérer l'aluminium, même s'il y a eu des tests, ça finit souvent à la poubelle. Pourquoi? Donc ça génère de la pollution, bien sûr, mais énormément de coûts de traitement pour les collectivités des eaux, par exemple. Les huiles, c'est juste un enfer. Alors vous me direz, pourquoi est-ce qu'on ne résout pas le truc? Pourquoi est-ce qu'on s'y rend pas? On ne va pas collecter, on n'envoie pas un camion chercher votre 1,5 litre d'huile d'olive usagée. Tout simplement parce qu'on ne pourrait pas, pour des raisons de coût, déplacer un véhicule spécifiquement sur des flux diffus. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas des conteneurs spécifiques en bas de chaque immeuble pour les 25 catégories différentes? Parce qu'on manque de place, que ce serait juste très compliqué à faire. Alors autant les grands remettants de déchets, ça c'est organisé, c'est le métier de mon collègue de droite, en l'occurrence, mais sur tous nos flux à nous de particuliers, de petits pros, moi je pense qu'il y a une grande partie qui finit à la poubelle. Pourtant, chaque jour, vous avez un facteur ou un chauffeur-livreur qui passe dans toutes les rues de notre ville, avec une fréquence assez importante, avec des véhicules qui retournent, pour la plupart, presque, et ça c'est une aberration, mais c'est notre société comme ça, qui retourne à vide, ou en tout cas quasi vide,
parce qu'ils partent plein de l'entrepôt, ils font leur tournée de livraison, et hormis quelques colis qu'on ramasse au fur et à mesure des flux retour de l'e-commerce, il y a de la place en abondance dans les véhicules en général. Et les facteurs et les livreurs sont de plus en plus connectés, puisqu'aujourd'hui, ils disposent d'un outil de connexion informatique qui permet de faire plein de choses, du prédictif, envoyer une commande au facteur pour qu'il réalise une prestation au domicile, etc., etc. Donc tout ça veut dire que derrière, on a plein de données de livraison, données des habitations, données de granularité, etc., etc. Et on a une grande expertise de la part de nos collègues de Suez sur la valorisation des déchets. Et donc ce qu'on attend des startups, pour être assez rapidement à l'objectif, c'est de trouver des cas d'usage pertinents de déchets qui pourraient être récupérés intelligemment, en se basant sur ces données-là et ces actifs-là, et également d'inventer des outils de mise en relation, finalement, entre vous, moi, les citoyens, et les acteurs de la chaîne de récupération et de logistique, de façon simple et facile, tout en respectant des équilibres économiques intéressants. Donc je ne sais pas vous, mais moi, si jamais on arrivait à faire quelque chose sur ce sujet, je me sentirais un petit peu plus le cœur léger à l'heure de jeter mes déchets. Merci. Je passe la parole à Vincent Lenouvel de Suez. Merci Jean-Louis. Bonjour à tous, donc je suis Vincent Lenouvel. Je travaille chez Suez Consulting où je suis en charge de l'innovation sur les questions associées à la ville durable et intelligente. Alors donc Suez Consulting, c'est la branche ingénierie conseil du groupe Suez. Donc Suez qui est un opérateur de services urbains, un opérateur international. Par exemple, on collecte les déchets de 34 millions de personnes dans le monde. Alors, quand on parle de ville intelligente, de ville connectée, on pense assez peu à cette question des déchets. On pense souvent à la mobilité, à l'énergie. Les déchets sont souvent restés le parent pauvre, alors même que c'est un enjeu quotidien pour chacun d'entre nous. Or, aujourd'hui, les poubelles, les camions poubelles sont des objets connectés. Et ils remontent de la donnée qui nous permettent d'imaginer de nouveaux services qui vont permettre soit de résoudre de grands problèmes, soit de résoudre des petits tracas du quotidien. Donc il y a un petit tracas sur lequel on a travaillé dans le cadre de Data City, qui est le simple fait quotidien de sortir sa poubelle. C'est un geste a priori anodin, mais dans une ville comme Paris, où on est dans de l'habitat collectif, c'est généralement les gardiens, les gardiennes d'immeubles qui font ce travail, qui savent quand le camion poubelle va passer, qui sont présents physiquement, peuvent sortir et rentrer la poubelle au bon moment. La poubelle reste très peu de temps sur l'espace public, sur le trottoir. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de gardiens d'immeubles. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais à Paris, ce sont de plus en plus des sociétés de services dédiées qui gèrent un parc d'immeubles en lien avec les syndics et donc qui vont aller sortir tout un tas de poubelles. Sans connaissance de l'historique, sans être présents sur place physiquement. Et donc, la conséquence, c'est un allongement de la durée de présence des poubelles sur les trottoirs. Alors, est-ce que c'est un problème ? A priori, ça rentre plutôt dans la case des petits tracas. Sauf pour certains groupes de personnes, ça crée de l'encombrement dans une ville comme Paris. Autour de l'hôtel de ville, on a des tout petits trottoirs. Quand on est en fauteuil roulant, quand on est déficient visuel, quand on a une poussette, ça peut commencer à être très ennuyeux. Ça peut créer des nuisances olfactives, visuelles. Ça peut créer des problèmes de sécurité, des feux de poubelle, l'augmentation des dépôts sauvages. Et donc tout ça, ça nuit à la qualité de vie, mais aussi à l'image d'une ville touristique comme Paris. Alors la question qu'on s'est posée, c'est comment apporter de l'information à ces sociétés de services pour qu'elles puissent mettre et retirer les poubelles au bon moment. Alors pour ça, on est prêt à mettre à la disposition d'une start-up tout un tas de données qui remontent des objets connectés que sont les poubelles. Aujourd'hui à Paris, elles sont pucées, il y a une puce dans chacune de vos poubelles. Et donc ces données sont des données de la ville de Paris, que la ville de Paris est prête à mettre à la disposition d'une start-up. On a des données de géolocalisation des camions poubelles, on sait où est le camion, on a l'historique du passage des camions, et également les plans et les tournées de collecte numérisées. Donc tout ça pour imaginer des nouveaux services qui vont permettre d'envoyer de l'alerte sur la base de données historiques ou sur la base de données en temps réel auprès de ces opérateurs de services pour rendre notre ville un peu plus propre et un peu plus vivable. L'idée, c'est donc de travailler avec la ville de Paris, avec Suez, qui a effectivement, merci Jean-Louis, de l'expérience dans le secteur des déchets, pour proposer de nouveaux services qui rendent la ville plus vivable. Je vous remercie. Merci beaucoup, et donc je vais appeler Fabrice et Jean-Bernard pour nous parler des sujets énergie. Alors, on a 4 challenges autour de l'énergie. Ils vont avoir le temps uniquement d'en parler de 2. Fabrice, je
Merci. Fabrice Cassiani d'EDF, je travaille à la direction recherche et développement. Et je vais vous parler d'un challenge qui s'appelle l'autoconsommation collective. Alors aujourd'hui, la production d'énergie photovoltaïque, vous le savez sans doute, elle est basée principalement sur un modèle d'injection de 100% de l'énergie dans le réseau, avec un tarif de rachat voilà, qui est subventionné. Alors il se trouve que ce modèle est un peu en péril parce que les tarifs baissent d'année en année. Donc on voit émerger un nouveau modèle qui est l'autoconsommation. L'autre problème avec l'autoconsommation, c'est qu'on ne produit pas toujours au moment où on a besoin, et puis des fois on produit au moment où on n'a pas besoin d'énergie. Ce qui entraîne donc l'injection d'énergie dans le réseau dont on n'a pas besoin, et c'est dommage, surtout qu'elle est rachetée dans ces cas-là, ou pas rachetée du tout, enfin très faiblement valorisée, et donc ça n'encourage pas à investir dans cette technologie. On voudrait aller un peu plus loin en fait, et vous proposer l'autoconsommation collective. En quoi ça consisterait? Eh bien, ça consisterait à constituer des communautés énergétiques qui pourraient à tout moment échanger, se contacter, c'est-à-dire que ceux qui produisent au moment où ils n'ont pas besoin d'énergie, ils pourraient vendre ou donner cette énergie à leurs voisins. Donc on parle de communautés dans un rayon géographique assez limité. Donc on pourrait imaginer par exemple de faire un don d'énergie à l'école d'à côté ou à un bâtiment social, ou encore de vendre à un moment donné à un voisin ou une entreprise qui a besoin d'énergie. Voilà. Donc ça permettrait, si ça fonctionnait, d'optimiser et de valoriser au maximum les investissements de ceux qui produisent. Ça permettrait aussi, pour ceux qui consomment, de consommer de façon plus responsable et de varier leur approvisionnement d'énergie. Alors, pour réussir ça, en fait, eh bien, il y a beaucoup de challenges. C'est pour ça qu'on a besoin des startups. Il faut imaginer un dispositif qui puisse à tout moment faire se rencontrer ceux qui ont besoin d'énergie, ceux qui en produisent, leur permettre de se mettre d'accord sur une modalité, sur un prix, et tout ça de façon très rapide, et si possible le plus simplement possible. Voilà. L'enjeu derrière tout ça, finalement, c'est d'encourager la production propre, renouvelable. Il faut savoir qu'il y a à peu près 2/3 des gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui produits dans les villes. Ce serait bien que finalement les villes soient la solution pour résoudre ce type de problème. Jean-Bernard. Merci Fabrice. Je m'appelle Jean-Bernard Cers, je travaille chez Bouygues Energy Services et je vais vous parler du challenge qui s'intitule Maintenance prédictive de l'éclairage public de la ville de Paris pour le bien-être des citoyens et la productivité. Donc déjà avec le titre, j'ai perdu à peu près 10% de mon temps. Alors l'éclairage de la ville de Paris, ça représente globalement 200 000 points lumineux dans la ville, qui, pour que l'on puisse garantir un fonctionnement efficace, nécessite que les techniciens interviennent chaque jour et, entre autres, en termes de maintenance préventive, remplacent les lampes des candélabres. Alors ces techniciens, qui sont les techniciens de notre filiale qui s'appelle EVESA, interviennent et remplacent des lampes avec un algorithme qui n'est pas vraiment un algorithme optimum, puisqu'il considère que les lampes ont une durée de vie, une certaine durée de vie, et quelques jours avant la fin de cette durée de vie, il remplace les lampes. Donc, bien évidemment, tout ceci est optimisable. Et donc, c'est l'objet de ce challenge, qui va capitaliser sur le fait que cette année, en 2016, avec notre filiale EVESA, donc, on a refondu l'infrastructure de cet éclairage public en déployant des équipements qui permettent de piloter à distance et de façon très efficace l'éclairage public. Et donc, on a décidé de mettre à disposition de vous, les startups, cet ensemble d'objets connectés qui va remonter des informations de tout type, et entre autres des informations quant au signal électrique qui parcourt les candélabres. Et ces signaux électriques présentent par moments des signaux faibles. Et c'est sur l'analyse de ces signaux faibles que l'on peut prédire aujourd'hui, et que l'on sait que l'on peut prédire qu'une ampoule, qu'un candélabre va tomber en panne. Donc on va vous mettre à disposition cet immense parc de données qui est particulièrement conséquent,
avec deux principaux avantages, vous l'aurez compris. D'une part, un cadre de vie bien plus agréable pour les citoyens, puisqu'on va diminuer le temps d'indisponibilité de la lumière la nuit dans la ville, donc plus de sécurité entre autres. Et puis c'est évidemment une productivité accrue pour les équipes techniques de Bouygues Énergie Services et d'EVESA, puisqu'on gagnera en efficacité. Voilà, je vous remercie. Et une dernière équipe qui va monter sur scène pour vous présenter le challenge autour du bâtiment intelligent, Anne Mollet et Ghislain Bourgeon. Bonjour à tous et bonjour aux startups. Donc, vous attendiez tous depuis très longtemps le magnifique challenge qu'on va vous présenter. Donc, en matière d'espace de travail, les entreprises doivent répondre à deux problématiques a priori contradictoires. La première problématique, comment diminuer les coûts immobiliers? Et globalement, quand une entreprise veut rester dans un secteur attractif comme Paris, première couronne, se pose très vite la question de l'optimisation des mètres carrés. Deuxième problématique, comment offrir plus de confort et de services à ses collaborateurs? Bien sûr, là, l'enjeu pour les entreprises, c'est d'attirer et conserver les talents. Alors, on sait que seuls 60% des espaces de travail dans une entreprise sont utilisés à un instant T. Alors pourquoi? Parce qu'on est en réunion, dans une salle de réunion, on est en rendez-vous à l'extérieur, on est en congé. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose à trouver du côté de la mutualisation des espaces, et on sent aussi qu'il y a quelque chose à trouver du côté du réaménagement de ces espaces, pour les rendre plus en lien avec les usages réels des collaborateurs. De la même manière, comment offrir plus de services aux collaborateurs avec le même espace? C'est vrai qu'on pense souvent à l'intégration du bâtiment dans son quartier. Globalement, pourquoi une entreprise ferait une salle de sport dans ses locaux alors qu'il y en a juste une en face? Globalement, la question qui se pose, c'est comment connecter à l'immeuble de bureau des services qui sont aujourd'hui déconnectés. Globalement, voilà où on en est de la problématique. Et c'est vrai que pour arriver à faire tout ça, il faut le savoir mesurer les espaces inoccupés, les 40% d'espaces inoccupés à l'instant T dans une entreprise. Et c'est là que ça se complique. On pourrait considérer de manière un peu simpliste qu'il suffit de truffer le bâtiment de capteurs pour récupérer ces informations. En fait, c'est un peu plus compliqué, principalement pour deux raisons. La première est d'ordre technique, c'est-à-dire qu'il y a une variété de capteurs aujourd'hui impressionnante, 4 ou 5 manières de les connecter au réseau. Une fois qu'on les a connectés, comment est-ce qu'on récupère cette information? Comment est-ce qu'on la stocke en local dans le bâtiment ou dans le cloud? Et comment est-ce qu'on donne des insights aux gens qui vont pouvoir justement analyser cette donnée pour qu'ils puissent réoptimiser ces espaces? La deuxième est d'ordre organisationnel. Pour faire les étapes dont je viens de parler, aujourd'hui dans on va dire le marché de l'immobilier, on a 3, 4, 5 acteurs différents. Là où on pense que Data City peut apporter quelque chose, c'est justement sur le fait que, typiquement sur ce challenge du bâtiment, on a un Nexity sur la partie Property Management, on a un Bouygues Energy Service sur la partie Facility Management, on a EDF, La Poste qui sont occupants et utilisateurs de millions ou de centaines de milliers de mètres carrés d'espace de travail, on a SFR qui intègre des technologies ou qui les opère, et Cisco qui les fournit. Donc on pense que ça peut aider des startups early stage à comprendre de manière très accélérée un domaine, on va dire, de business qui est quand même très compliqué, et pour les startups plus late stage, fournir des opportunités de business concrètes. Un autre aspect, c'est une des clés, un verrou en fait de l'optimisation de ces espaces, c'est la gestion de la sécurité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je passe 15 minutes à trouver le bâtiment, à trouver l'accueil, à faire la queue à l'accueil, à montrer ma pièce d'identité, à retourner dans ma voiture si je l'ai oublié, et à attendre mon hôte qui vient du 17e étage. Alors qu'on s'est envoyé une dizaine d'emails, qu'on a des invitations dans nos calendriers, qu'on a différents moyens d'authentifier que la personne qui vient est bien autorisée à le faire.
Donc par rapport à ça, ce qu'on va pouvoir fournir, c'est des plateformes technologiques qui vont fournir des données et des informations sur la géolocalisation, sur les informations de présence, mais on est aussi preneur de tout ce qui pourrait nous permettre d'être plus granulaire sur la remontée des informations, que ce soit des espaces de travail réservables ou pas, et également tirer des informations des flux vidéo pour pouvoir justement fournir cette donnée aux startups qui viendraient construire sur nos API et sur nos plateformes afin de délivrer leur valeur ajoutée. Alors globalement, qu'est-ce que ça va changer? Même pour les collaborateurs, ça va changer qu'ils vont avoir plus de confort dans la façon dont ils travaillent, parce qu'ils auront, en fonction des moments de la journée, des espaces qui leur correspondent, qui correspondent à des moments où on a envie de se retrouver avec des collègues de manière informelle, des espaces où on peut téléphoner, où on peut se concentrer. Et ça sera bien géré, et donc du coup, le collaborateur sera facilité dans son travail. Ça lui permettra aussi d'avoir d'accès à plus de services, donc d'être mieux dans son travail, et là rentre en ligne de compte le bien-être au travail. Et pour l'entreprise, ça lui permet d'avoir des collaborateurs plus efficaces. Donc globalement, si on sait que l'immobilier, c'est le deuxième poste de coût pour une entreprise, on sait aussi que le premier poste de coût sont les ressources humaines. Donc on voit bien tout l'enjeu de ce challenge. Donc, en un mot, les startups, votre enjeu aujourd'hui, c'est de rendre les salariés plus heureux. Merci à tous d'avoir proposé vos challenges à l'écosystème. Pour rappel, il y en a 11. On vous invite à les découvrir sur notre site internet. On attend vos candidatures, et d'ailleurs, on est disponible dans le salon Jean-Paul Laurens dès maintenant pour répondre à vos questions et aux questions que vous pourriez avoir. Tous nos partenaires seront là pour y répondre. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Edouard, bravo pour ta prestation, à la fois sur le timing et l'énergie. Bravo à Numa, on va suivre tout ça de près, toutes les startups. Tu as parlé du 6 juin pour la restitution. Moi je vous invite, mais ça sera probablement au printemps, au prix La Tribune Jeune Entrepreneur. On travaillera sans doute d'ailleurs avec Numa Paris sur ce sujet.